Bonjour à tous, bienvenue à la Bourse du Travail, aux deuxième journée des GECO, les journées de l'économie. Vous êtes sur TLM et sur lyoncapital.fr. Je suis avec l'économiste préféré de Gérard Collomb, Philippe Aguillon, bonjour. Bonjour. Nouveau professeur du Collège de France. Alors en 2013, vous étiez alors enseignant à Harvard, vous aviez pris la tête du think tank de Gérard Collomb. Est-ce que ça a été une initiative utile? Vous êtes fait entendre de François Hollande? Écoutez, il faut demander à Gérard Collomb. Moi, j'ai jamais tellement l'impression d'avoir été entendu par François Hollande, voilà, donc dans différentes initiatives. Donc, il y a eu des choses qui ont été dans la bonne direction quand même. Il y a eu le pacte de responsabilité, il y a eu les lois Macron quand même qui vont dans la bonne direction. Donc, il y a eu des choses, et puis quelques petites avancées sur le marché du travail. Mais enfin, à mon avis, trop peu, quoi, finalement. Et je pense que le quinquennat de François Hollande sera plombé ou a été plombé par, disons, le fait de ne pas avoir engagé des réformes structurelles audacieuses en début de mandat, réformes sur le marché du travail, mais vraiment audacieuses, libéralisation du marché des biens, une vraie réforme de l'État. Et puis, ça a été cette fiscalité, à mon avis, une politique fiscale erronée. On a augmenté les impôts beaucoup trop. Et on a surtaxé le capital productif. Et alors après, on a essayé de rattraper le coup avec le pacte de responsabilité, le CICE, etc. Mais à mon avis, le dommage était déjà causé. Et donc, à mon avis, ça a plombé le quinquennat. Bon, la solution, c'est de mettre Gérard Collomb au gouvernement. Gérard Collomb, il aura fait une autre politique. Il faudrait que la France soit à l'image de Lyon. Ouais, ce sera un bel hommage, je pense qu'il l'appréciera. Alors vous intervenez aujourd'hui. Il n'est pas énarque malheureusement, il n'était pas de la promotion Voltaire, c'est dommage. Ouais. Il faut être il n'était pas inspecteur des finances. Voilà, il faut être énarque en France. Ça aide beaucoup avec François Hollande d'être un énarque. Oui. Gérard Collomb n'a pas le bon cursus. Alors vous appelez, que ce soit aujourd'hui, aux Journées de l'économie, sur un débat qui était consacré à quel modèle français dans un monde globalisé, ou que ce soit lors de votre leçon inaugurale à un changement de modèle. Si je résume rapidement, pour vous, le modèle des 30 Glorieuses qui alliait croissance et égalité, ça ne fonctionne plus. Il faut passer à un modèle qui allie innovation et mobilité sociale. Oui, alors il faut remettre ça autrement. C'est-à-dire que le modèle des 30 Glorieuses, c'était un modèle de croissance par le rattrapage technologique. Donc voilà, où les gens travaillent toute leur vie dans la même boîte, dans le même secteur. Il y avait, d'où le fait qu'on ait 108, plus de 100 caisses d'assurance maladie, plus que 38 caisses de retraite, parce que chacun était dans son domaine. C'était une économie très corporatiste, et avec un système social qui fonctionnait bien, mais surtout, ce n'était pas une économie de l'innovation. Et il y a eu la mondialisation dans les années 80, nous avons épuisé les ressorts de limitation technologique, c'est l'innovation qui doit nous pousser. Or, l'innovation, c'est la destruction créatrice de Schumpeter. C'est sans arrêt de nouvelles activités qui remplacent d'anciennes activités, de nouvelles firmes qui remplacent d'anciennes firmes. Donc, il faut organiser le travail, tout le système pour favoriser l'innovation. Et alors, le bon côté de l'innovation, c'est que ça génère de la mobilité sociale. Mais pour qu'elle génère de la mobilité sociale, il faut qu'il y ait de la bonne formation professionnelle. Il faut que les gens puissent rebondir d'un emploi à un autre. Il faut une mobilité qui soit qualifiante et pas précarisante. Et c'est là qu'il faut repenser l'État complètement. Alors, votre leçon inaugurale au Collège de France y était consacrée. Très suivie, très commentée. Beaucoup de monde dans la salle. Donc, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas une telle réussite, sans vous flatter là-dessus. Aussi, on a entendu des critiques. Parmi elles, en gros, on vous accuse de bien voir comment aider l'économie de start-up, l'économie de l'innovation, mais de ne pas vous intéresser assez aux individus qui ne peuvent pas forcément suivre. Alors c'est là que je pense que, alors justement, je crois beaucoup dans un modèle, au contraire, c'est pas du tout vrai, où il faut que d'abord, l'éducation et la santé soient accessibles à tous. Donc je suis pour la gratuité absolue de la santé et de l'éducation à tous les niveaux. Je suis pour une formation professionnelle où les gens soient payés quand ils suivent une formation professionnelle. Donc, entre un emploi et un autre emploi, on suit une formation, on est payé. Donc, avec des indemnités chômage, mais ça ne serait plus chômage. Vous êtes en contrat d'évolution, comme on disait dans le rapport Attali, où vous passez une partie de votre temps au travail, une partie de votre temps en formation, mais vous êtes tout le temps payé et rémunéré. Ça, c'est la vie telle que je l'imagine. Alors, il y a des gens qui sont handicapés, qui ne peuvent pas vraiment suivre ce cycle de formation. À ce moment-là, ils doivent être totalement protégés. Mais je suis tout à fait pour la protection. Je pense que la mobilité va de pair avec la protection. Je ne suis pas du tout pour la loi de la jungle où on laisse les gens se débrouiller tout seuls. Mais il faut aider les gens à s'aider. C'est-à-dire que ce n'est pas une économie de l'assistanat. On donne aux gens les moyens. Voilà, vous voulez réussir, vous voulez arriver à quelque chose, on vous donne les moyens. Et on ne vous laisse jamais sur le bord de la route. Et on vous donne la deuxième chance, la troisième chance. Ça, c'est vraiment le modèle auquel je pense. Mais ça veut dire aussi qu'on dépasse les grands corps de l'État, qu'on dépasse le système des grandes écoles, où une fois pour toutes, on décide dans quel corps vous êtes sans deuxième chance. C'est tout ça que je veux changer.
Alors pour vous permettre de répondre, puisque peut-être que votre pensée est caricaturée, c'est Pierre-Cyril Laudecker oui, je sais très bien. Lui dit, son modèle de l'économie, je le cite, puis après vous répondez comme ça, absolument. Son modèle de l'économie innovante érige un modèle en modèle un innovateur quasi surhumain auquel la plupart des gens ne peuvent pas s'identifier. Une économie qui innove techniquement à grande vitesse est-elle compatible avec le maintien d'un lien social qui se construit lentement? Écoutez, voilà. D'abord, je sais que dans cet article, Pierre-Cyril Coll, que j'aime beaucoup, qui est un collègue que je respecte énormément, me fait dire que je suis pour le modèle américain. Je ne suis absolument pas pour le modèle américain. Mon tropisme est très scandinave, en fait. Et justement, ce qui est formidable avec les pays scandinaves, c'est qu'ils ont maintenu leur modèle social. Tout le monde a accès à l'éducation, à la santé, à la protection sociale. Mais en même temps, ça favorise l'innovation. Et l'innovation, ce n'est pas juste Steve Jobs, c'est pas juste l'innovation, c'est vous dans votre vie, vous rebondissez, vous gérez votre vie comme un entrepreneur, mais vous avez un filet de sécurité, c'est-à-dire que vous savez, vous aurez toujours un revenu et toujours une formation et toujours un filet de sécurité. Et je pense que c'est ce monde-là dans lequel, et quand vous allez en Suède, vous trouvez de l'emploi tout de suite et vous avez en même temps des services publics de grande qualité. Tandis qu'en France, il y a une énorme inégalité. La grande source qui entrave la mobilité sociale en France, c'est le fait que les gens ne trouvent pas de travail. J'aime Galbraith, je dis simplement au revoir aux téléspectateurs de TLM, je vous remercie. Vous pouvez suivre cet entretien qui continue sur lyoncapital.fr. Je vous ai appelé James Galbraith, c'était Philippe Aguillon, pardon. C'est pas grave. James Galbraith, justement, c'était ma question. Tant que vous ne m'appelez pas Donald Trump, c'est bon. C'est vrai. Alors, c'était que ma question venait de. C'est que je vous ai convaincu que je n'étais pas tellement à droite, finalement. Voilà, très bien. Oui, c'est ça. Génial. J'ai gagné. Ce matin, il est venu dire. En France, vous avez tendance à beaucoup regarder vers l'Allemagne pour changer. Surtout, ne copiez pas l'Allemagne, ça ne peut pas marcher. Non, je ne suis pas pour copier. De toute façon, je suis pour copier personne. Mais je pense qu'il y a des bons éléments à prendre partout. Par exemple, la Finlande a un système scolaire remarquable. Parce que la Finlande, c'est basé sur la qualité des professeurs, sur le tutorat. Il n'y a aucun enfant qui n'a pas un tuteur. Et donc, il n'y a pas de redoublement en Finlande. Et tout le monde est très bien éduqué. Et le fait d'avoir un parent éduqué ou pas éduqué, ça compte très peu en Finlande. Parce qu'on fait tous ses devoirs à l'école. Voilà. Eh bien, ça, je pense qu'on peut tout à fait nous se doter d'un système éducatif dès l'école maternelle où on donne sa chance à tout le monde. Voilà. Donc je prends par exemple le système, je prends la formation professionnelle allemande qui est très bien, où on a un chèque formation et on choisit les prestataires de services. Je prends le système de flexi-sécurité danois. Je pense que différents pays ont des choses à nous apporter et on a nous-mêmes une inventivité, on a nous-mêmes on trouvera nos propres solutions. Mais je pense que c'est intéressant quand même d'être ouvert sur le monde et de voir que différents pays ont fait différentes tentatives, plus ou moins réussies. Il y a des choses qu'ils ont bien fait, des choses qu'ils ont mal faites. Et il y a des choses à apprendre, des choses qui marchent bien ailleurs. Mais est-ce qu'il ne faut pas assumer que dans une économie innovante qui change, il y aura forcément des laissés pour compte, des gens qui n'arriveront pas à suivre? Non, parce que justement, l'innovation, c'est temporaire. Quelqu'un qui innove, il a des gains temporaires de l'innovation, puis après, il est remplacé par quelqu'un d'autre. Mais si vous vous retrouvez, par exemple, à la suite d'une innovation, vous vous retrouvez sans emploi et que vous suivez une très bonne formation, et bien à ce moment-là, ce n'est pas une perte. Vous voyez, tout dépend de comment on gère. Si les gens ont un compte individuel et qu'ils peuvent décider d'être en formation ou au travail et que tout ça est bien rémunéré, la vie change complètement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le filet de sécurité dont je parlais tout à l'heure. Mais est-ce que tout le monde peut changer 3-4 fois dans sa vie alors il y a des gens qui ont des vrais handicaps qui font qu'ils ne peuvent pas. Et là, il faut vraiment des protections vraiment pour assister à ce moment-là les personnes qui sont vraiment handicapées. Mais je pense que les autres peuvent gérer leur vie en se formant, en changeant. Beaucoup de gens le font. Et il n'y a pas comme avant l'école au début et après le travail. Non, on retourne à l'école régulièrement. Et c'est comme ça que le monde va être maintenant. Mais il faut que ça soit fait. Vous n'êtes jamais laissé sur le bord de la route. Vous avez toujours un soutien en termes de revenus, en termes de formation, à tout moment de votre vie. Et ça, je crois que c'est ça qui est très important. Alors, à la conférence ce matin, vous n'avez pas pu répondre, mais la dernière interpellation, vous disiez que vous étiez partisan d'une université sur le modèle Harvard. Non, j'étais pas sur on m'a fait dire ça. Mais moi, c'est pas moi qui ai dit ça, c'était M. Hérault qui a dit ça. Exactement. Et moi j'avais dit juste avant, que j'étais pour la gratuité des frais universitaires à toutes les étapes. Donc ça voulait dire que je n'étais pas pour, justement. Par exemple, dans les pays scandinaves, en Suède, l'université ou en Norvège, elle est gratuite à tous les stades. On ne paye pas pour l'université et elle est de très bonne qualité. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire en France. Donc je ne suis pas pour une université où on le sélectionne par l'argent. Absolument pas. Mais par contre, je pense que les bons côtés des universités aux États-Unis ou en Suisse ou dans d'autres, c'est qu'il y a une bonne gouvernance des universités et que les professeurs sont évalués par leurs étudiants et qu'on regarde à la fois les performances de recherche et les performances en matière d'insertion professionnelle et que les professeurs sont très impliqués dans l'insertion professionnelle. Si vous êtes à l'université, on paye bien les professeurs également.
Donc ça, je suis pour, mais je ne suis pas pour qu'il y ait les frais universitaires. Voyez. Donc je prends les choses que j'aime et je ne prends pas les choses que je n'aime pas. Sur ce qui a vraiment à changer pour vous suivre, c'est la formation professionnelle en France. Ah, ça c'est totalement à faire. Elle est totalement. Alors c'est 34 milliards d'euros jetés par la fenêtre pour le moment. Donc là, il y a vraiment. Alors par exemple, l'Allemagne a un très bon système, d'autres pays ont un très bon système. Mais en général, c'est le chèque. Il faut que ça soit basé sur l'individu. L'individu a l'argent et lui décide où il veut suivre sa formation. Et ça, je crois que c'est très important. Plutôt que de dire c'est les entreprises et les syndicats qui sont en charge. Non, c'est l'individu qui doit être en charge de sa formation. Alors, dans ce que vous a opposé Patrick Artus tout à l'heure, c'était de dire vous voyez des réformes à long terme, mais les problèmes des réformes à long terme, c'est que leurs effets arrivent aussi à long terme. C'est pour ça qu'il y a des coûts de transition. Il faut gérer la transition. Donc il y a des coûts de transition. C'est évident qu'une réforme, c'est un investissement. Donc il faut que l'État rationalise ses moyens, évidemment, pour pouvoir payer le coût de certaines réformes. Et c'est vrai que les réformes sont coûteuses. Alors il y a des réformes qu'on peut faire très vite, comme par exemple la libéralisation du marché des biens et services. Là, déjà, ça fait gagner de la croissance tout de suite et ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Il y a d'autres réformes qui sont plus coûteuses. Donc les réformes qu'on peut faire maintenant aident aussi à financer le coût des réformes à plus long terme. Mais sinon, il y a aussi, par exemple, des économies à faire. Avec Gérard Collomb, on avait écrit un petit papier, on avait expliqué qu'il fallait réduire le nombre des communes, éliminer les départements là où il y avait des métropoles. Cette réforme de l'État n'a pas été faite. Au lieu de ça, on a fait une réforme un peu bizarroïde des régions, où on a mis l'Alsace et la Lorraine, parce que là, c'était des gens de l'opposition, ce n'était pas important. Mais par contre, pas question de fusionner les Pays de Loire et la Bretagne. Bon, c'est une plaisanterie, cette réforme. Donc si vous voulez, on devrait faire une vraie réforme de l'État, et ça dégage des moyens qu'on peut allouer justement pour payer les coûts de transition dont je parlais tout à l'heure. Et est-ce qu'il ne faut pas aussi des réformes qui ont des effets rapides? Mais il y a des réformes sur l'emploi, parce que là, par exemple… Il y a des réformes, par exemple, si vous faites le Big Bang social, c'est-à-dire tout se négocie au niveau de l'entreprise, et bien là, vous avez des effets très très rapides sur l'emploi. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie pour votre intervention aux deuxième journée de l'économie de Lyon. Et nous serons toute la semaine en direct de la Bourse du Travail. Merci. Au revoir.